Bon alors comment tu vas depuis la dernière fois? Écoute, nous, on a fait ce qu'on appelle se bouger le cul. Ah, bah alors, comme t'as pu voir, bah ça avance, hein. Ça avance tout le temps. Et oui, je suis tous les jours dessus, enfin, sauf quand je suis sur le montage, comme les 2 derniers jours, là. Donc forcément, ça me fait perdre un peu de temps. Mais ça avance plutôt bien. Alors, nouvelle dessus, parce que t'as vu des images, mais t'as peut-être pas tout vu ce qui a été fait. Le plus important a été fait, et ça c'est vraiment bien. Ça c'est vraiment bien. Quand je dis le plus important, c'est la géométrie. La direction, il n'y a pas grand chose à faire, hein. Il faut juste que je puisse acheter de l'acier pour allonger la direction. Donc ça c'est bon, c'est fait, c'est pas un souci. On a les maintiens de suspension qui sont mis en place. On a le maintien arrière qui est fait et ça c'est super cool. On a tout l'arrière qui va pouvoir se lever maintenant. Il faut que je crée une structure interne. Là il y a un petit souci, c'est que je suis à sec niveau gaz. Ouais, là je suis... Attends que je me mette bien. Ouais, là, niveau gaz, malheureusement, bah, je vais pas pouvoir beaucoup avancer. En fait, il y a écrit 0 sur la bouteille, mais il reste toujours un peu. Le problème, c'est que à un moment donné, ce qui va se passer, c'est que je vais souder et puis il y aura de moins en moins de gaz et je peux créer des mauvaises fusions. Donc c'est pas forcément top. Il va falloir que je commande de nouvelles bouteilles. Je peux perdre à peu près une semaine. Et ça, c'est horrible, horrible. Il y a le TIG aussi, TIG pareil, hein, je suis à sec aussi, parce qu'il y a de l'aluminium à faire. Tout le système complet de, comment on appelle ça, d'alimentation turbo, donc là je vais essayer de faire ça pendant les 2 prochaines semaines, de finir déjà la structure, si je peux me permettre, tout dépendra du gaz, même s'il y a écrit 0, il en reste un tout petit peu, mais c'est pas top de l'utiliser, et tout ce qui est admission. Admission, c'est que de l'aluminium, il va falloir créer toute une tubulure, il va falloir créer les valves, les emplacements de valves, les ci et ça, etc. pour pouvoir finir tout ça. Il va falloir que je commande aussi un papillon électronique pour pouvoir gérer la différence entre le petit et le gros turbo. De toute façon, quand ce sera le bon moment, je te ferai un schéma, je t'expliquerai ce que je voulais faire, ce qu'au final je vais faire, parce que je vous en parlerai pourquoi, et à la fin, ce qui va être fait. Eh oui. Donc ça va être plutôt cool. Mais aujourd'hui, tu sais, ben, il va falloir faire des trucs. Donc, bah écoute, on y va. Alors, écoute, fais pas attention à ce rangement intergalactique trop bien fait. Écoute, ce qu'il va falloir faire, ben, en fait, j'ai tout pour faire l'échappement, sur mesure. Est-ce que tu vois l'idée? Est-ce que tu comprends tout ça? Alors j'ai vu hein, que il y en a beaucoup, ils ont des soucis avec les wastegates de Shintong. Donc est-ce qu'il va falloir que je prenne une wastegate française made in China? Je sais pas. Écoute, quand ça sonne dans mon oreille comme ça, j'ai envie de dire non. Donc bon. Ou made in USA, là c'est encore différent. Écoute, ce qu'il faut faire avant de faire l'échappement sur mesure, évidemment il faut qu'on connaisse la place qu'on a. Et pour connaître la place qu'on a, il faut faire une chose hyper importante avant l'échappement sur mesure, parce qu'on va avoir l'énorme turbo plus l'énorme turbo un peu moins gros. Et ben il va falloir faire ce qu'on appellerait, dis donc, la transmission. Donc l'avantage, c'est qu'en fait, d'un côté, ici, on a la bonne, tu vois, la bonne pièce. Et de l'autre côté, on a pas la bonne pièce. Donc il va falloir la créer. Et tu vois, pour le pont avant, en fait, on a aussi la bonne pièce. Qu'on n'a pas ici. Eh oui. Donc, eh ben, il y en a 2 pièces à créer. Une ici, une là. Donc là, on est sur du 120 degrés de toute façon, puisqu'on a 3 trous. Voilà, logiquement. Et l'autre, on est sur du 90 degrés. Donc il va me falloir le diviseur pour connaître parfaitement l'emplacement de perçage. Il va falloir aussi connaître le rayon par rapport au centre. Et en fait, c'est très simple. Une fois que tu connais ton rayon, tu fais perçage 120 degrés,
perçage 120 degrés, perçage. Le problème, c'est qu'en fait, la pièce qu'on va devoir créer, d'un côté, les pièces pourront être sortantes, parce que tu vois, tu as des creux là. Tu vois, c'est creux, donc la pièce, la vis pourrait être sortante. Sauf que de l'autre côté, regarde bien l'idée, la pièce est carrée. Donc la vis qui va de l'autre côté ne pourra pas être sortante. Donc il faut qu'elle soit intégrée dans la pièce sur mesure. C'est probablement le même tarif opérationnel pour ce côté-là. Et d'accord? Voilà. Donc c'est super chouette. Alors, je vais te montrer un petit peu du coup ce qu'il va falloir utiliser comme matos. Fais pas attention, ça c'est parce que j'adore le sport. Alors voilà. Et le diviseur, j'appelle ça comme ça, ça se trouve c'est un autre nom. Donc ici, je vais pouvoir régler et choisir mes degrés, tu vois, quand je tourne la manivelle. Hop. Alors, faut faire attention parce que ce genre de truc, hein, léger jeu de fonctionnement, ce qui est un peu problématique. Deuxième problème, bon, problématique, on peut la coincer. Donc, voilà, tous les éléments ont du jeu. C'est comme ça, tous les éléments mécaniques, à partir du moment où tu as des engrenages, tu as un jeu de fonctionnement. Donc après tu viens, je sais pas où c'est, est-ce que c'est ici? Il y a un endroit où en fait, il faut venir, tac, maintenir, je sais pas où c'est. Hein. Il doit y avoir un endroit. Est-ce que c'est là? Hop. Voilà, tu vois, il y a un endroit. C'est fait exprès, c'est normal, il y a des jeux de fonctionnement, hein, sinon tes engrenages, ça marche pas super. Alors, le problème principal, je ne peux pas le mettre directement dans le bon sens, ultra bien, trop cool, ce serait trop super. Parce que, en fait, eh ben, ma colonne, elle est trop basse. Donc, je ne peux pas venir percer comme ça. Gros avantage de notre fraiseuse, c'est qu'elle fait colonne. Tu vois? Et grâce à ça, on va pouvoir incliner notre mort ici et incliner notre tête ici. Tu vois, pour créer un alignement dans la... Voilà, trop super. Et après, je pourrais percer en utilisant ça. Sinon, t'es foutu, hein. Tu peux pas le faire. Enfin, si, t'as une machine numérique, mais écoute, je ne suis pas... Elon Musk. Voilà, je suis pas super... Écoute, c'est super. Donc, ce qu'il va falloir utiliser, ce sont des niveaux numériques qui vont me donner un angle exact pour être sûr que, eh ben, quand je viens de percer, paf, ça vienne percer correctement. Il va falloir mettre en place la machine. Pareil, hein, ça, on peut pas le mettre n'importe comment, hein, tu vois. Ça, il faut vraiment l'aligner parfaitement avec la machine pour que quand on perce, ce soit aussi bien droit comme ça que comme ça. Dans la vie, il faut voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai prévu? Ça, c'était la pièce de base en acier, sauf que, comme je te l'ai dit, bon, alors déjà, c'est lourd, hein, j'ai envie de décéder quand je la prends dans les mains. Alors si, ça je pourrais creuser et foutre les vis à l'intérieur, mettre des vis, comment on appelle ça? Bah en gros si tu veux des goujons à l'intérieur qui font que ça sorte d'un côté et pas de l'autre. Donc si on pourrait le faire, tu vois, tout est déjà fait donc c'est bien. Mais je vais prendre plutôt de l'aluminium. L'aluminium, bah rien que là déjà, je suis presque plus léger. Donc il va falloir évidemment que ce soit assez large. Et il va falloir que la tête de vis rentre dans la matière. Là, je pense que cette largeur-là, on peut en enlever un peu, mais pas beaucoup. Pas beaucoup, parce que il faut garder de la résistance. On va avoir 600 newtons par arbre, d'ailleurs un peu plus que ça. Hein. Mais bon, on va avoir quand même pas mal de newtons. Donc, eh ben, il faut que ce soit un minimum épais pour éviter l'arrachement et le cisaillement. Là, ça va être surtout de l'arrachement de matière, parce que les vis qu'on va mettre, elles se cisailleront pas. Hein. C'est l'aluminium qui va exploser, hein. Ça c'est sûr. Il faudra aussi contrôler la concentricité à la fin, faudra ci, faudra ça pour les vibrations. Faut pas oublier qu'un arbre de transmission tourne plus vite qu'un cardan. Forcément, il tourne 3 à 4 fois plus vite, tout dépend du ratio que tu as. Hein. Si tu as un ratio de 1 pour 4, il tourne 4 fois plus vite. Mais le moteur, lui, en fonction de la vitesse que tu vas avoir, bah, en général, le moteur tourne plus vite. Tu vois, sauf quand tu arrives à la sixième. À la sixième, tu dois être en dessous du ratio 1. Donc tu tournes plus vite que le moteur. Si ton moteur prend 6500 tours, ton arbre de transmission en 6, il va prendre plus de 6500 tours. Je sais même pas...
Tu vois, quand je te parle de ratio, je te parle de ça. Première, deuxième, troisième, quatrième. Alors là, on peut voir qu'à la 4 déjà, on est en dessous du 1. Je sais pas si tu comprends. Là, en gros, si tu veux, à 1,96, ça veut dire que le moteur tourne 1,96 fois plus vite que l'arbre de transmission. Là, 1,3, 1, machin, enfin bref, c'est comme ça que ça marche. Alors là, je sais pas si ce sont les sorties de boîte avec le différentiel intégré, ou si ce sont les sorties de boîte sans différentiel. Parce qu'évidemment, si tu enlèves le différentiel là-dedans, bah, c'est plus les mêmes valeurs du tout. Est-ce que tu vois l'idée? C'est important un peu de comprendre tout ça. Donc ça, c'est marqué dans les revues techniques, un rapport de boîte en fonction des boîtes. Là, on est sur de l'Opel, donc bon. Mais je sais pas si là, il parle du pont intégré. Enfin, du pont. Du différentiel intégré. Parce que s'il n'est pas intégré là, est-ce qu'il est marqué quelque part le différentiel? Rapport de pignon de sortie. Est-ce que c'est ça les différentiels? 3,74, 3,74, 3,82? C'est sûrement ça les différentiels, tu vois. Et en fonction des différentiels, eh ben forcément, là ça va changer les valeurs. J'arrête pas de te faire chier, écoute, il faut qu'on bosse. De toute façon, je vais pas passer ma journée à te raconter des histoires où t'en as rien à carrer de l'oignon. Donc écoute, je me mets au travail. Ouais, enfin, vu le gros bloc d'alu qu'on a, on va plutôt le scier en deux. Tu vois, le couper en deux. D'ailleurs, parlant de ça, tu vois, tu le passes autour. Ce truc-là, normalement, pour scier un bloc d'aluminium comme ça, il faut avoir une scie à lame. Tu sais, les grandes lames là qui viennent scier, normalement, il faut ça. Sauf qu'en fait, j'ai pas ça. Donc, je voulais le mettre dans le tour. Bah, évidemment, en tour, si tu veux, tu as un outillage qui s'appelle l'outillage à tronçonner. Tu vois, ça c'est... Tu le mets dedans et en fait ça tronçonne tout le long. Mais vu l'épaisseur de l'aluminium, là on est sur du 140 mm il me semble, et ben c'est mort. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai acheté une scie à Lidl. Je suis passé devant, j'ai fait oh vas-y je la prends, on sait jamais, ça peut peut-être aider. Et en fait j'ai perdu 1 heure à scier ce bout. Alors je l'ai mis dans le tour, comme ça j'avais moins d'efforts à fournir entre parenthèses. Hein. En même temps que ça tournait, je sciais comme ça. Bon, bah, écoute. Mais bah, il fallait le couper en deux, c'était beaucoup trop gros. Bon, maintenant on arrive vers notre fraiseuse. Et oui, parce qu'on a un tour, on a aussi la fraiseuse. La fraiseuse va nous permettre de pouvoir faire les trous concentriquement. Tu vois, en gros, si tu veux, elles vont être à équidistant par rapport au centre. Et heureusement pour nous, alors je sais pas si ça existe sur les transmissions, mais en fait, on est sur du carré. Donc du carré, ça veut dire que tous les 90 degrés, on va faire un trou. Alors que si on avait été rectangulaire, et ben là, ça dépendait du rectangle. Ça aurait pas été tous les 90 degrés. Donc les machines, évidemment, il faut les régler, il faut les mettre en bonne position, si tu veux. Par exemple, bah, vu que ma machine elle est beaucoup trop basse, il va falloir pencher les éléments, les pencher, il va me falloir le niveau numérique au 0,01 degré près, 0,05 0,05 degré près à l'affichage. En réalité, est-ce que c'est vraiment autant que ça? Tu sais, j'aime bien faire des trucs un peu précis, mais bon. Mais en tout cas, bah, plus on est précis, mieux ce sera, de toute façon. Ensuite, il faut faire attention à une chose hyper importante. Ça, il faut le savoir, parce que là, on le met en biais. Si on le met en biais, ça veut dire qu'on n'a plus le droit de faire des déplacements comme ceci. Ça changerait l'emplacement du perçage. Interdiction de faire de l'emplacement comme ça, et interdiction de faire de l'emplacement comme ça. Alors, pourquoi j'insiste sur ça? Et ben, c'est qu'en fait, tes outils, tu vois, tes outils de perçage, il va falloir les changer. Ben ouais, à un moment donné, si tu veux, je perce, mais je crée aussi... je sais plus comment ça s'appelle. Mais en gros, si tu veux, je crée comme un trou pour faire passer la tête de vis. Mais pour ça, il faut changer l'outil. Et pour changer l'outil, j'ai pas le droit de changer le positionnement de mes éléments. Sinon, je fous tout en l'air. Je fous tout en l'air mes réglages. Alors oui, je pourrais prendre sur ma manivelle tel truc, tel machin, mais je préfère de loin enlever mes propres outils sur place et pouvoir après... les faire, enfin les installer quoi. L'avantage c'est qu'en fait là, quand j'active tu vois, le mode perçage, heureusement que j'ai une distance assez longue. Cette distance va me permettre de sortir quand même les outils tout en restant éloigné de l'objet. Enfin, du coup c'est plutôt pas mal. Ça se trouve t'as même pas compris, tu sais. Je sais même pas. Ok. Bon, avant de faire les perçages, il va falloir prendre les cotes. Ouais, bien sûr, parce que bah, forcément, vu que c'est deux carrés différents, les rayons d'action sont différents. Enfin, les rayons d'action, les rayons d'utilisation. Donc, on va être tous les deux sur du 90 degrés, 90 degrés. Mais il faut que ce soit à des distances différentes du centre.
Forcément, parce que ce ne sont pas les mêmes écartements. Donc ça, il faut faire super gaffe. Et puis après, bah écoute, en avant la musique. Bon, maintenant qu'on a notre pièce, tu vois, c'est ça. En fait, t'as 4 trous, tac là, qui correspondent à un côté et 4 trous qui correspondent à l'autre. Important, pour moi c'est important, peut-être que pour vous, vous en foutez. Ici, là, j'ai créé
un contour pour venir vraiment ajuster le plus proche possible l'élément de transmission. Alors pourquoi ça? Eh bien parce qu'en fait, avec les trous, on peut avoir du jeu. Tu vois? Donc la concentricité, pour ceux qui ne savent pas, la concentricité, c'est que tu as un centre, ici par exemple, de la transmission côté boîte, et le centre de la transmission qui va jusqu'à l'arrière, ils sont alignés. C'est la concentricité si tu veux. Donc en gros, si tu veux, ils tournent par rapport au même centre. Et ça, si c'est décalé, tu as des vibrations, tout simplement. Donc, pour que ce soit le moins décalé possible, ici on va créer un contour qui va venir s'embriquer, plop, qui est ajusté au moins du millimètre, évidemment. Hein. Faut que ce soit super précis. Et de l'autre côté, un ajustement pour l'autre partie. Donc comme tu peux le voir, sur l'autre partie, on a une partie pas creuse, mais avec du volume, et sur cette partie-là, on a une partie creuse. C'est pour ça qu'on a rajouté de la matière. Et évidemment, après, pour une question de masse, on enlève le plus de matière possible. N'oublions pas que ce sont des éléments en mouvement. Les éléments en mouvement, pour les entraîner, il faut un certain effort. Plus il y a de force, plus on a de perte de rendement, plus on a de poids, et plus ça va être difficile à entraîner, tout simplement. Donc, on joue sur ça. On pourrait même encore gratter un peu l'intérieur ici, mais bon, après... on pourrait le faire. On pourrait encore gagner quelques grammes. Alors là, tu vas me dire quelques grammes, c'est quoi? Ben, quelques grammes, c'est quelques rendements supplémentaires. Alors c'est peut-être en pour 1000 plutôt que des pourcents, mais c'est quand même un plus, tu vois. Donc je pose ça là, et puis on continue l'aventure. Hein. Donc, le but de faire cet objet, évidemment, c'est de relier les transmissions entre elles. Donc ce qu'on va faire, on va faire en sorte de les positionner en réel pour déterminer une longueur de transmission. Cette longueur de transmission, si tu veux, elle pourra varier en fonction de certains éléments sur le véhicule. D'ailleurs, on va voir qu'à la fin, je ne vais pas finir la transmission. Je fais l'emplacement en mettant des éléments. Donc l'élément qu'on va faire, on a un cylindre qu'on usine. Ce cylindre, on l'ajuste pour qu'il rentre en force dans les arbres de transmission une fois qu'ils sont coupés. Et en fait, grâce à ça, pareil, on est encore sur la concentricité pour éviter les perturbations. Tu vois, en gros, si tu veux, quand tu sors de la concentricité, je te l'ai dit il y a 2 secondes en fait, c'est que tu crées des vibrations. Donc forcément sur un arbre de transmission. Et en plus, plus on est proche du centre, et plus les vibrations vont être intensifiées. Donc là, la meilleure solution pour allonger une transmission, surtout quand tu fais du fait maison, malheureusement, tu n'as pas le choix, il faut ajuster réellement les pièces que tu mets dedans. Moi perso, je fais rentrer une pièce à l'intérieur de l'arbre de transmission en force, donc ça veut dire que je lui mets un jeu inexistant, clairement, voire négatif, pour que quand je le mette, ça tienne en place, ces machins. Pour l'instant, je n'ajuste pas la longueur, parce qu'elle peut varier, comme je te l'ai dit, en fonction des éléments plus tard. Si on fait cet arbre de transmission, c'est pour... Tu vas voir. Alors, où est-ce que ça donne quoi du coup? Bon, l'adaptateur c'est vraiment bien. Franchement, c'est cool. Alors, c'était très chiant avec ma machine parce qu'elle vibrait quand tu mets des outils. Écoute, je vais te montrer parce que tu me croiras pas, sinon c'est sûr. Mais oui, mais tu vas comprendre. Donc déjà, vu qu'elle est pas assez haute, j'ai dû la pencher. Et forcément, quand c'est penché, plus tu as de masse ici, plus tu as de vibrations puisque j'appuie comme ça. Alors que si on est droit, les masses elles restent toujours dans l'alignement. Là en fait, voilà. Et en fait j'ai un outil comme ça, d'alésage, où tu décales un peu les masses. Forcément, tu vois, ça se décale. C'est pour plus ou moins augmenter le diamètre. Donc tu mets un outil comme ça dedans, comme tu as pu voir en vidéo. Et en fait, plus tu le décales, et plus il est décentré, et plus tu fais des trous grands. Ce qui se passe, c'est que la machine, elle faisait ça. Tu vois, et encore, même à la main, j'arrive pas à le faire. Elle vibrait, mon gars, je te raconte même pas. Donc là, le truc commençait à bouger. Ça, même s'il était serré, il bougeait, donc c'était pas super. Donc au final, j'ai réussi à prendre avec cet outil-là. Ça suffisait parce que tu sais, il fallait faire passer les têtes de vis dans la matière, sinon ça passe pas. Bah ouais, regarde. Tu vois, ta pièce, les vis qui vont ici, tu vois, il faut qu'elles soient avant ça, donc il faut qu'elles soient intégrées. Et du coup, c'est du BTR comme ça. Donc écoute, c'était super chouette.
C'était super chouette. Alors pourquoi on a fait l'arbre de transmission maintenant? Eh ben c'était pour savoir si l'échappement il passait par-dessous ou ailleurs, tu vois. Et vu que l'échappement c'est ça par côté, donc on n'est pas en twin turbo, le turbo sera là, plus le gros turbo sera là, on sera en biturbo. Du coup il va falloir emmener l'échappement de l'autre côté, jusque là, pour que les deux se rejoignent au même endroit. Et le problème, c'est que bah, ça arrive avec ça, quoi. Ça arrive avec un gros truc comme ça. Donc, pas besoin d'être magicien. Voilà. Enfin, si, besoin d'être magicien plutôt, mais pas besoin de te faire un dessin, ça passe pas. Donc, maintenant, on sait que on va pouvoir bosser. Alors, pourquoi je finis pas l'installation de l'arbre de transmission? Tu vois, là, on peut encore jouer. Alors, tout est rentré en sertissage. On a une concentricité parfaite. J'ai vraiment usiné au 10e près pour que ce soit entré en force, comme tu as pu le voir avec la presse, et avec une méthode un peu inertique. Attends, il y a quelqu'un qui m'appelle là. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, j'ai pas envie, non? S'il te plaît. Pour... Si tu m'offres quoi si je viens? Il y a une grosse araignée. Et alors? Il y a une putain d'araignée. Et t'as la frousse? Bah oui, j'ai la frousse. Bon, bah je reviens les mecs. Ah, c'est bon, je suis de retour. Non, mais parce qu'à un moment donné, oui, c'était l'araignée la plus grosse du monde. Enfin, tu connais un peu les... Voilà, donc bref, c'était un araignée semi-adulte, si tu préfères. Bon. Donc, on en était où? L'échappement. Mais ça veut dire qu'on va pouvoir commencer à attaquer l'échappement. Et ça, c'est vraiment cool parce que ce matos-là, je l'ai laissé sur la table depuis que je l'ai acheté parce que c'est vraiment ce que j'ai envie de commencer. Donc, chaque échappement, on va finir comme ça. Il va falloir faire en sorte d'être le plus proche possible, d'avoir des conduits identiques, c'est quand même le mieux. Et ce qu'on va faire, on va pas faire ça au TIG parce que j'ai pas de quoi mettre le gaz à l'intérieur. Chambrer, voilà, j'ai pas de quoi chambrer, j'ai pas les moyens d'acheter une nouvelle bouteille à 488 balles parce que c'est le prix d'une bouteille malheureusement. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais faire ça avec mon super soudeur qui a l'option MIG inox et MIG alu. Ouais, donc ça c'est vraiment cool. Donc j'ai chopé une bobine alu inox. Alors je sais pas si c'est celle-là, mais je sais que j'en ai une. Spécialement pour souder l'inox, écoute, il n'y a pas besoin de machin. Et comme ça m'évitera d'avoir des boulettes dans l'échappement. Tu vois, parce que si je soude au TIG, mais sans inerter l'intérieur, eh ben il va y avoir des boulettes à l'intérieur, et puis ça va partir dans la turbine d'échappement, et puis vu le prix du turbo, eh ben ça fait mal au fion de tout péter parce qu'on est un peu trop débile. Donc faut faire attention à ça. Enfin, quand tu le sais pas, t'es pas un débile. Ça c'est important. Hein. C'est quand tu le sais et que tu le fais que t'es on va dire un peu dérangé quoi. Parce que c'est... Voilà. Donc, il faut s'occuper de ça. C'est important. Maintenant on le sait. Mais avant ça, il y a autre chose de plus important, tu vois, c'est ça. Ça, c'est ce qu'on appelle une disqueuse qui a rendu l'âme. Alors, si jamais toi, tu as une disqueuse qui marche plus, par exemple, là, c'est une Bosch, et le gros avantage de Bosch, c'est que quand tu vas sur Amazon et que tu tapes balai pour Bosch, eh ben, tu vois, tu peux avoir ça. Et tu répares ta machine, même si l'appareil est irréparable. Comme ça, tu repars à zéro, parce que ça coûte très cher, hein, quand même, une disqueuse Bosch. Et ça me faisait un peu mal au fion de devoir l'acheter. Donc je l'ai ouverte et j'ai vu que les balais étaient foutus. Donc bingo, ça s'achète. Alors je te conseille un truc, si t'as pas de temps à perdre et que tu considères que ça vaut pas le coup, rachète-en une. Si t'as du temps à perdre, enfin du temps à perdre, c'est une grosse façon de parler, mais si t'as la foi, la force de vouloir réparer ta propre machine, tu la démontes, et puis t'achètes ce qu'il faut. La plupart du temps, sur une disqueuse, ça va être les balais. Faut espérer que ce soit pas trop usé ici, avant les balais, enfin tu vois, il y a la connexion entre les balais et puis le rotor, mais là ça a l'air d'être vraiment que les balais, donc ça c'est plutôt bien. Écoute, sur ça, je vais réparer cette truc là, pour pouvoir après disquer ces trucs là, et de les mettre dans la bonne longueur, et puis après m'occuper de tout le reste du matos, et puis l'installation des wastegates, plus l'emplacement du turbo. La carrosserie devrait arriver à peu près par là. Donc là, mon pote, on a tout ça. Tu vois, une jambe pour poser le turbo. Les deux turbos. Et, bonne nouvelle, enfin je crois que j'ai dû t'en parler
avant que tu vois cette vidéo, parce que là c'est maintenant que moi j'en parle, mais c'était il y a quelques mois là, le maintenant pour moi. Là on est quoi? Là on est le 20 octobre, là on est le 20 octobre. Et ben en fait, latéralement, je peux mettre mes échappements, parce que c'est de ce côté, et mon turbo sera de ce côté. Je croyais que c'était de l'autre côté, mais en fait je me suis trompé. Du coup on aura les vrais échappements latéraux de la vraie GTR. Et ça c'est vraiment chouette. Voilà. Il faut le remettre en état, hein, parce que c'est un peu l'outil principal, vraiment l'outillage principal que j'ai à ma disposition. Le plus utile de tous, en dehors de la soudure, hein. C'est celui qui va tout faire. Les disqueuses, j'en ai balancé 5. Depuis que j'ai commencé à bosser sur les véhicules, il y en a 5 qui sont partis par la fenêtre. Et un jour, je me suis dit, tiens, je vais acheter de la marque. Et en fait, depuis que j'ai celle-là, j'en jette plus. J'en jette plus. Alors, si vous disquez beaucoup, comme moi, si vous utilisez beaucoup certains outillages à usage intensif, parce que moi, c'est intensif, c'est-à-dire que j'utilise beaucoup, mais longtemps en plus. Donc, ça s'use très vite. Utilisez des matos de marque. Moi, je pense que c'est quand même mieux. C'est plus cher. Je crois que c'est simple, hein. Une disqueuse à la Zob, je la paye entre 10 et 15 euros. Celle-là, je l'ai payée, je crois, 59 ou 49. Mais elle a déjà duré le temps de 3 vies d'une autre. Donc, si j'ai un conseil, quand c'est intensif et quand c'est utilisé couramment, prenez un truc qui tient la route. Prenez un truc qui tient la route, ouais. Maintenant, on va s'attaquer à une chose que c'est trop bien. Non, je déconne, c'est trop chiant. Mais vu qu'on le fait pas au TIG, ce sera bien. On va s'occuper de la partie chaude du moteur. Eh oui. Parce que cette partie-là, il faut absolument la faire avant de déposer le moteur du châssis. Parce que évidemment, le châssis, comme tu as pu le comprendre, il va falloir le passer de l'autre côté. Mais avant de déposer ça, je veux absolument faire les collecteurs d'échappement. Parce qu'après, on sera sous la coque. Sous la coque, pour faire les collecteurs, on va pas trop rigoler, si tu veux. Donc, c'est pour ça qu'on s'en occupe maintenant. Alors, on va faire ça au MIG. Donc, il me faut un métal d'apport inox, forcément. Et même si on est sur du MIG, il va falloir utiliser de l'argon. Pas de l'argon plus CO2, de l'argon pur. Parce que c'est ce qu'il y a. Et d'ailleurs, tu verras après avec le temps, je ne l'ai pas encore fait, mais futurement, ça n'existe pas ce mot-là, mais dans le futur, on fera le collecteur d'admission sur mesure et on utilisera le MIG, mais en version aluminium. Et il n'est pas obligé d'être ACDC. Hein. Le MIG aluminium, en fait, c'est du courant continu, mais en fait, tu inverses les pôles. Tu vois, normalement, tu as un pôle qui va le plus, par exemple, ça va à la torche, et là, ça sera le moins à la torche ou machin. C'est l'inversion de ce que tu utilises pour l'acier. Voilà, donc on verra ça évidemment le moment venu. Je sais plus qui est quoi de machin de truc. D'accord ? Bon là, tu dois sûrement me demander comment on fait un collecteur d'échappement à écui distant, chaque tube de même longueur, mais sans avoir à faire de base déjà un plan ou à faire de base, tu sais, mettre des éléments. Tu peux faire un faux échappement fictif qui te permet de déterminer à peu près ce que tu peux faire. Et ben moi, dans mon cas, j'utilise un petit peu ce qu'on appellerait la projection. C'est-à-dire qu'en fait, je mets une position de mon élément dans le vide, à une certaine longueur, une certaine distance. Je détermine un nombre de tubes, pareil, hein, dans le vide, par rapport
à ce qui pourrait être le plus ajustable pour tous les éléments. Et en fait, c'est comme ça que je détermine comment créer mon collecteur. J'ai pas de plan, j'ai pas d'éléments pour faire des tests. Je fais directement dans le vide, en imagination, en imaginant tous les tubes en place et en connaissant à peu près les longueurs identiques pour chaque élément. D'ailleurs, tu verras à la fin que tous les longueurs de tuyaux sont identiques. À peu de choses près, hein, ça joue à pas grand chose. Donc, si tu veux savoir, oui, c'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que moi je fais en tout cas. Alors, peut-être que parce que là, on est juste sur des collecteurs avec 4 cylindres. Donc 2 fois 4 cylindres, donc peut-être que c'est plus facile qu'un 6. Les 2 fois 3 cylindres de l'Opel qu'on avait fait sur la Manta, c'était un peu plus compliqué parce qu'en fait, il y avait en plus le manque de place. Donc, tu vois, en fait, l'important, ce que je veux te dire, c'est que les choses, on les acquis au fur et à mesure du temps, avec l'observation, avec la logique. Mais malheureusement, tout le monde n'est pas forcément logique, tout le monde n'est pas forcément observateur. Donc si toi tu veux en faire un, est-ce que tu es capable d'imaginer ce genre de truc? Ou est-ce que tu as les éléments en place qui te permettent de faire un collecteur bien? Si tu as le petit matos qui te permet de le configurer déjà à l'avance, ben ça c'est bien. Surtout qu'il doit être configuré par rapport à un emplacement en plus de ça. Donc voilà à peu près comment je fais. Et en fait, jusqu'à présent, j'ai pas rencontré de difficultés. Je sais que tout est possible. Il suffit juste de laisser assez de place pour chaque tube. Une fois imaginé, et en fait, c'est simple. C'est simple. Hein. C'est comme marcher ou c'est comme dessiner. C'est comme, tu vois, tout se fait naturellement. Donc si tu travailles beaucoup sur quelque chose, naturellement, tu vas savoir faire les choses. C'est comme ça que ça marche. Et plus tu travailles dessus, plus ce sera instinctif. Et plus ce sera instinctif, moins tu perdras du temps. Et mieux ce sera. Ces collecteurs-là, au final, tu verras, ils sont pas si mal que ça. J'ai mis beaucoup de temps à les faire. J'ai dû mettre peut-être une vingtaine d'heures. Oh, peut-être pas autant, quoique. Peut-être pas autant. Mais le résultat, franchement, il en valait vraiment la peine.
Alors, qu'est-ce que ça donne donc? Eh ben voilà. Du coup, les collecteurs inox sur mesure. Alors oui, j'ai dû faire ça au MIG. Là, c'est simple, hein. Sur cette bouteille, tu vois ici, là? Là, on est à quoi? 75? On était à 100. Un peu moins de 100. Pour faire les deux collecteurs. Là, si on l'avait fait au TIG, tu vois le zéro, là? Voilà. Ok, donc c'est pour cette raison, parce qu'en fait là une recharge en plus ça coûte la peau du fion, et du coup bah, j'ai pas les moyens de me permettre de perdre une bouteille pour faire du TIG inox. J'aurais préféré le faire. Alors par contre le temps, j'aurais multiplié par à peu près 3 ou 4. Non mais qu'est-ce que je raconte? Par 8 ou par 9, voire par 10 le temps. Parce qu'au MIG c'est super rapide. MIG t'arrives, tu pointes, tu machin, tu truc. Le TIG c'est beaucoup plus long. C'est pour ça que d'ailleurs le gaz ça se consomme beaucoup plus, parce que pour faire juste un pointage au TIG ça prend 3 à 4 fois plus de temps qu'un pointage au MIG, tu vois. Ah oui, le MIG t'arrives, tu fais psst, allez hop, t'as ton pointage, alors que le MIG, enfin le TIG t'arrives, tu fais psst, tout, psst, et voilà, tu vois. Donc ça met beaucoup plus de temps, ce qui fait que ça consomme plus, mais on n'est pas trop mal. Alors ils sont terminés en soi, mais ils sont pas totalement terminés. Il va falloir que je regarde à l'intérieur s'il n'y a pas trop de soucis. Tu vois, là par exemple, il y a des petits trucs, des petites éclaboussures. C'est pour ça que je mettais le chiffon dedans pour souder, pour éviter les éclaboussures internes. Sauf que ça, bah, évidemment, je l'ai fait un peu tard. Donc, toutes les éclaboussures internes, il va falloir les enlever. J'ai ce qu'il faut. Il va falloir essayer de lustrer l'extérieur pour faire comme si c'était des tuyaux complets. On verra ça plus tard. Parce qu'en fait, je ne peux pas les finir. Et quand je soude au MIG, quand je soude par-dessous, en fait, les soudures coulent. Elles tombent avec leur propre poids. C'est très lourd.
L'acier c'est en fusion, enfin l'inox en fusion, parce que là on a un métal d'apport inox. Hein. L'inox en fusion, bah, c'est très lourd. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais attendre que mes culasses soient déposées pour pouvoir finir les soudures sur la culasse. Parce que sinon le métal ici se déforme. Tu vois la flange là, elle se déforme avec la chaleur. Et pour éviter ça, le mieux c'est de le laisser sur le moteur. C'est plus simple. Voilà, sinon tu crées une pièce spéciale. Là c'est l'autre côté. Évidemment il est différent. Alors il est différent parce qu'en fait, tu vois le maintien moteur, là il est ici. Sauf que de ce côté-là, il est beaucoup plus éloigné du moteur. Donc forcément, je pouvais pas me permettre d'avoir ça. Tu vois, ce truc qui descend vraiment bas de ce côté-là. Tu vois, on le voit, il n'y a rien qui descend. Donc il a fallu que je fasse différemment de chaque côté. Longueur des tuyaux respectée le plus possible. Regarde. 1, 2, 3, 4. Donc là, on a 4 bouts. 1, 2. Et celui-là, il fait la taille de 2. Donc là, on est quasiment à 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Le 4, c'est avec les deux trucs. Là, on est un peu plus que 4. Donc là, on est clairement à un équilibre parfait. Évidemment, par rapport à l'autre côté, on doit être pareil. Donc, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Là, on est bon. 1, 2, 3, 4. Et ben là, là, on est équilibré le mieux possible. Je pense que pour faire mieux, ça aurait été difficile. Je pense que ça va être vraiment cool. Là, on va avoir une bonne fluidité de gaz. Puis, ça va être chouette. Alors, ce qu'on va faire pour la suite, je pense que j'ai envie de déposer le moteur tout de suite. Voilà, écoute, c'est comme ça, j'ai envie de le faire. J'ai envie de le faire pour plusieurs raisons. Déjà, pour ouvrir le moteur. Pour s'occuper des pièces internes, il faut que j'envoie les arbres à cam à se faire retailler. Donc ça, c'est important. Et il faut que j'envoie aussi un piston pour faire des pistons sur mesure. Une deuxième chose importante. Troisième raison, c'est parce qu'en fait, vu qu'on a la coque, bah oui, on a la coque, et ben j'ai envie de foutre mon marbre, mon châssis et ma coque pour les associer. Excuse-moi, j'ai pas mis la lumière, voilà, tu vois mieux. Et en fait, comme ça, ben, je vais pouvoir déterminer la découpe de la coque pour que tout l'arrière se lève et surtout l'emplacement des turbos. Alors là, franchement, je vais pas te mentir, hein. Le châssis s'arrête là. Voilà, on a tout ça d'espace. Bon, tu comprends l'idée. Le châssis à l'avant, il s'arrête là. On a tout ça d'espace, donc radiateur d'eau. On va pouvoir faire l'installation du radiateur d'eau et on va pouvoir faire surtout l'installation des charnières de porte. Tu vois, en fait, là, il y a un creux parce que les charnières de porte iront ici. Comprends-tu l'idée de dingue? Ah non, ça va être vraiment chouette. Surtout, autre chose importante, pourquoi je veux le faire maintenant? Parce qu'en fait, je ne peux pas déterminer une position de siège tant que j'ai pas installé la coque. Et tant que j'ai pas de position de siège, évidemment, je ne peux pas m'occuper du fameux levier de vitesse. Ça, c'est important. Tu vois? Donc c'est pour ça que je veux absolument le faire. Levier de vitesse. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Écoute, c'est un truc que j'ai envie de faire depuis déjà pas mal de temps. Redépose des collecteurs. Qui va me prendre quelques minutes, quelques secondes. Dépose du moteur boîte, dépose des transmissions. Alors, j'ai pas encore fait cette transmission-là, mais on pourra la faire plus tard. Ce sera pas un souci, ce sera pas gênant. Regarde. Tu vois, quand il n'y a pas les portières, on peut rentrer dedans, c'est pas gênant, c'est machin, donc c'est bien. Donc, une fois que c'est fait, une fois qu'on a déposé aussi le pont avant et pont arrière, une fois de plus, je vais te le redire, le pont avant est un pont arrière inversé, et le pont arrière est un pont avant inversé. Voilà, c'est... Écoute, faut respecter l'angle d'attaque des dentures internes, sinon tout explose. Moi, je te dis ça à titre d'information, si tu veux. Donc, on est vraiment bien. Une fois qu'on sera sous cette coque, on aura la définition complète d'où on peut mettre chaque élément, comme le réservoir d'eau, comme le kit NOS, protoxyde d'azote, comme, enfin le kit Nitrous Express, comme le radiateur d'eau, la crémaillère de direction. On va pouvoir gérer les géométries, on va pouvoir mettre les suspensions sur mesure. Tout ça, tant que ce moteur et cette boîte et ce châssis sont de ce côté,
Et ben, je pourrais pas les foutre sur ma coque. Tu vois l'idée. Et j'ai retrouvé un disque pour découper un peu la portière ici. Alors l'avantage, c'est que dans ma maison, oui, ce sont des murs porteurs, mais le au-dessus, j'ai aussi j'ai un couloir, si tu veux. Et en fait, l'ouverture du couloir, elle se trouve pile poil à cet endroit-là au-dessus. Ça veut dire qu'il n'y a pas un mur au-dessus. Pour être sûr qu'il n'y ait aucun souci, je vais couper en biais. Tu vois, comme ça. Tac, clac. Et là, pareil. Clac, clac. Alors, ce qui fait chier, c'est qu'il y a ça qu'il va falloir dégager. Ça. Et ça. Donc, alors là, je ne vois pas du tout le challenge là-dedans. Hein. Excuse-moi. Oh non! Ça, par contre, faut l'enlever, ça va être très dur à déplacer. Et ensuite, notre moteur se trouvera ici à côté des autres. Je ferai plus tard la sortie capot et portière qui, ça se trouve, là, quand tu regardes cette vidéo, c'est déjà fait. Comme d'habitude, on a toujours un peu d'avance. Et là, j'ai mon support moteur pour le V8. Et ouais, j'avais tout prévu, le V6, le 4 cylindres et le V8. Donc ça veut dire qu'en fait, ici, ça va être l'atelier du V8. Ça va être chouette. Voilà, je pense que tout est dit. Donc maintenant, écoute, il va falloir que je dépose toute cette saloperie. Donc ça va, on s'en sort plutôt bien. Écoute, c'est chiant parce que la dernière fois j'avais dit qu'on s'occuperait du moteur cette semaine. Mais le problème c'est qu'en fait, j'avais oublié que j'avais fait la transmission et les collecteurs d'échappement. Eh oui, mais du coup, on n'a plus assez de temps pour parler de tout ça. Par contre, la prochaine fois, ce sera le cas. La prochaine fois, ce sera ouverture complète moteur. Ce sera, qu'est-ce qu'il y a d'autre éléments internes. Ce sera, oui, le diagramme d'arbre à cam. Ah, il est encore par terre. Le diagramme d'arbre à cam, ce sera la semaine prochaine. Enfin, dans 2 semaines, parce que c'est toutes les 2 semaines. Donc ça, on le fera, et j'expliquerai pourquoi c'est un peu tout pourri. Et du coup, pourquoi on retaillera les arbres à cam. Alors les arbres à cam, on peut aussi bien les retailler que de rajouter de la matière. Alors, les retailler, en fait, t'enlèves de la matière sur la partie arrondie en dehors du lobe. Et en fait, quand tu rajoutes de la matière, tu peux rajouter de la matière sur le lobe. Alors, j'ai vu ça dans Wheeler Dealer, la version... la version originale, tu vois, la vraie version, pas français, pas américain, pas tout ce que tu veux. Et en fait, le mec, il a emmené son arbre à cam de la 240Z se refaire. Et en plus d'améliorer les performances. Et en fait, avec je crois que c'est à la brasure qu'ils font ça, ou au TIG, ils rajoutent de la matière sur les lobes. Alors évidemment, hein, nous on a 32 lobes. Donc les mecs, quand je vais leur envoyer, ils ont 32 fois à faire le boulot. Donc ça va être très très long. Mais peut-être que ça pourrait être pas mal. Donc il y a les deux cas. D'abord, on peut rajouter de la matière sur un arbre à cam, ça se fait. Et on peut creuser un arbre à cam, ça se fait. Quand je dis creuser, c'est enlever de la matière. Pour réadoucir les courbes, pour augmenter la levée. Ouais, en enlevant de la matière, tu peux augmenter la levée. J'en parlerai le moment venu, tiens, on en parlera. Je te ferai un beau schéma parce que j'ai déjà expliqué sur TikTok et Insta. Et les gens, il y en a encore qui comprennent pas comment c'est possible. En fait, je t'expliquerai ça plus tard. Après. Par contre, derrière, il va falloir changer d'autres éléments comme les poussoirs mécaniques, comme peut-être les ressorts de soupape aussi. Vu qu'on va lever plus bas, nos ressorts, faut pas qu'ils se touchent. Tu vois, quand tu écrases un ressort, à un moment donné, toutes les spires, elles se touchent. Et en fait, quand tu écrases ton ressort, à un moment, tout se touche. Et justement, il faut faire attention à la levée. Si jamais la levée est trop importante, donc l'écrasement du ressort est trop importante, bam, là t'exploses tout et tout est foutu. Donc nous, évidemment, on fera attention à ça. Donc, dès que le moment est venu, j'envoie les arbres à cam, dès que je peux. Les arbres à cam, une fois que je les envoie, je vais essayer de voir si on peut, entre parenthèses, rajouter de la matière ou pas, ou si on peut se permettre que de creuser. L'avantage de rajouter de la matière et d'éviter de creuser, c'est que je peux garder mes poussoirs mécaniques, sans avoir à changer mes pastilles de contact. Ça n'a rien à voir avec J'ai perdu ma lentille. Les yeux. Mais... c'est important. Mais ça, évidemment, on en parlera la prochaine fois. À chaque fois, je te fais un speech de ce qui se passera dans 2 semaines. Écoute, pas faire ça tout le temps. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce projet, il avance, mais vraiment, vraiment très très fort. J'ai pas envie de l'annoncer, mais je vais le dire quand même. Je pense que pour fin mars, on est pas mal. Je pense que pour fin mars, on finit le projet. Tout dépendra après des budgets, comment ça tombe. Là, pour l'instant... je suis bloqué à cause de mon ouverture d'entreprise parce que ça met extrêmement longtemps et puis il y a plein de procédures. Par exemple pour le compte professionnel en fait, il faut un mandat spécifique pour pouvoir
avoir des factures dessus et des prélèvements, enfin, c'est assez compliqué et en fait ça prend du temps tout ça. Surtout qu'en plus on est une période de l'année où les gens ils... Mais ça va être pas mal. La suite va être vraiment pas mal. Écoute, je pense que de ton temps, comme d'habitude on le connaît, je te l'ai assez pris et puis je te dis à la prochaine fois.